Un train de milliers de tonnes se déplace, avec des roues qui ne devraient pas avoir de prise. Pas de caoutchouc, pas de dents, rien qui accroche le rail. Et pourtant, il ne dérape pas. En fait, il fonctionne mieux que n'importe quelle roue moderne. Depuis les premiers chemins de fer, les ingénieurs ont misé sur l'acier contre l'acier. Une erreur dans ce système signifie perdre le contrôle de tonnes à grande vitesse. Alors, pourquoi choisir le système le plus glissant possible? Aujourd'hui, tu découvriras pourquoi les trains n'ont pas besoin de prise et le principe caché qui change tout quand la voie devient une rampe impossible. Pour le comprendre, il faut examiner le terrain où ces machines travaillent réellement. Nous ne parlons pas de trajets plats et simples. Nous parlons de kilomètres de montée constante, de pentes qui transforment la voie en une rampe interminable et de trains qui ne cessent d'augmenter en poids. Chaque wagon ajoute des tonnes et chaque tonne supplémentaire exige plus de traction pour ne pas s'arrêter au milieu de la montée. Dans des endroits tels que les passages de montagne ou les routes de marchandises lourdes, une locomotive peut faire face à des charges qui dépassent facilement des milliers de tonnes. Et ici, il n'y a pas de place pour les erreurs. Si elle perd de l'adhérence, le train s'arrête simplement. Ou pire, commence à reculer. C'est dans cet environnement extrême que l'impossible semble se produire. Où l'acier, qui devrait glisser, parvient à s'accrocher suffisamment pour déplacer des masses gigantesques sans perdre le contrôle. Ce qui fait vraiment avancer une locomotive de l'intérieur. À première vue, il pourrait sembler que tout dépend de la force brute. Plus de puissance, plus de capacité de traction. Mais à l'intérieur d'une locomotive moderne, l'histoire est bien plus intéressante. La plupart ne fonctionnent pas comme un camion géant. Ce sont des machines diesel électriques. Un moteur diesel ne fait pas tourner directement les roues. Il génère de l'électricité. Cette énergie alimente des moteurs électriques situés sur les essieux, qui sont ceux qui font réellement tourner les roues. Ce système permet d'appliquer une force énorme de manière précise et contrôlée. Vous pouvez ajuster la puissance presque instantanément, la distribuer entre différents essieux et maintenir une poussée constante même à basse vitesse. Mais ici se pose un problème crucial. Vous pouvez avoir toute la puissance du monde et pourtant être incapable de déplacer le train. Car générer de la force est une chose. Transmettre cette force au rail, c'est autre chose complètement différente. L'ennemi véritable. Quand les roues cessent d'obéir, c'est là que le seuil invisible qui définit tout apparaît. Peu importe la puissance générée, il arrive un moment où les roues cessent d'accrocher et commencent à tourner dans le vide. C'est le moment où la locomotive perd son adhérence. Ce phénomène porte un nom clair, la limite de traction. C'est la frontière entre avancer et patiner. Si la force que vous tentez d'appliquer dépasse ce que le contact roue-rail peut supporter, les roues cessent d'obéir. Elles tournent plus vite, mais le train ne bouge pas. Et le plus contre-intuitif est ceci. Cette limite ne dépend pas uniquement du moteur. Elle dépend du contact physique, de quelque chose qui se produit en un point si petit qu'il est presque invisible. Ainsi, la question change complètement. Ce n'est plus combien de puissance une locomotive possède, mais ce qui limite réellement sa capacité à avancer. Acier contre acier, un contact plus étrange qu'il n'y paraît. Quand tu imagines une roue sur un rail, tu penses à une surface large. Mais en réalité, le contact est un point minuscule, de la taille d'un bout de doigt. Et dans ce point se concentre tout le poids du train, générant d'énormes pressions. Cette pression fait que l'acier se déforme légèrement au niveau microscopique, créant plus d'adhérence qu'on ne le penserait. Plus le poids sur les essieux est grand, plus cette pression est forte, et plus la traction disponible est importante. Ce qui se passe les jours de pluie, de feuilles ou de glace. Mais tout cet équilibre est bien plus fragile qu'il n'y paraît.
Il suffit que les conditions changent un peu pour que l'adhérence disparaisse presque complètement. Les jours de pluie, l'eau crée un film entre la roue et le rail. Avec la glace, cette couche devient encore plus critique. Mais le plus surprenant se produit en automne. Les feuilles, broyées par le passage des trains, génèrent une substance glissante, presque comme une pâte, qui réduit la traction à des niveaux extrêmes. Dans ces conditions, une locomotive peut passer de tracter des milliers de tonnes à ne plus pouvoir bouger du tout. Pour éviter cela, on utilise des solutions apparemment simples, comme lancer du sable directement sur la voie pour augmenter la friction. Mais dans les locomotives modernes, le véritable contrôle va bien au-delà. Des systèmes électroniques ajustent constamment la puissance pour éviter que les roues ne perdent l'adhérence. Le phénomène invisible qui fait que tout fonctionne, c'est TA intégré. C'est ici que se révèle l'un des concepts les plus contre-intuitifs de tout le système, le creep. Parce que, même si cela paraît impossible, les roues ne tournent pas exactement au même rythme que celui du train. Il existe un glissement minimal, presque imperceptible, entre la roue et le rail. Ce léger décalage n'est pas une erreur. C'est précisément ce qui permet de générer de la traction. S'il n'y avait aucun glissement, il n'y aurait aucune force de traction. Mais s'il y en a trop, la roue glisse. L'équilibre se trouve dans ce point intermédiaire, où le système fonctionne à la limite sans perdre le contrôle. Les locomotives modernes sont conçues pour se maintenir exactement là, dans cette marge microscopique où tout se passe. Et si tu aimes ce genre d'histoire, où l'ingénierie cache plus qu'il n'y paraît, abonne-toi, car ce qui va suivre changera complètement ta compréhension de ces machines. Lorsque la roue ne tourne pas, elle se déforme. Ce qui semble être une simple rotation est en réalité un phénomène bien plus complexe. Car à ce minuscule point de contact, l'acier n'est pas complètement rigide. Sous ces pressions extrêmes, il se déforme. À l'échelle microscopique, la roue et le rail s'écrasent légèrement, générant une zone de contact réel où les surfaces s'accrochent entre elles. C'est ici que naît la véritable adhérence. Ce n'est pas seulement de la friction, c'est une interaction dynamique entre déformation et mouvement. Et au sein de cette zone se produit quelque chose d'encore plus intéressant. Une partie du matériau tente de rester collée, tandis qu'une autre partie glisse. Ce comportement, connu sous le nom de stick slip, est ce qui permet de transmettre la force sans que tout le système s'effondre en un patinage complet. Ce n'est pas que la roue tourne simplement. Elle s'ajuste constamment, se déforme et se rétablit, des milliers de fois par seconde. Comment les locomotives modernes évitent de perdre le contrôle? Avec tout ce qui se passe à ce point de contact, maintenir l'équilibre n'est pas une question de force, mais de contrôle. Et c'est là que les systèmes modernes entrent en jeu. Chaque essieu d'une locomotive est surveillé en temps réel. Des capteurs détectent si une roue commence à tourner légèrement plus vite qu'elle ne le devrait. Ce petit changement est le premier signe de perte d'adhérence. À cet instant, les systèmes électroniques agissent. Ils réduisent la puissance sur cet essieu précis, redistribuent la force à d'autres et ajustent la poussée de façon millimétrique. Tout se passe en fractions de secondes sans que le conducteur ait à intervenir. L'objectif n'est pas d'éviter le glissement complètement, mais de le maintenir dans cette marge parfaite dont dépend toute la traction. Parce que dans une locomotive, avancer ne signifie pas avoir plus de force. Cela signifie savoir exactement combien en utiliser à chaque instant. La question inconfortable? Et s'ils utilisaient des pneus? Arrivé à ce point, le doute est inévitable. Si tout dépend de l'adhérence, pourquoi ne pas utiliser des pneus? Sur le papier, ils offriraient plus de grip. Mais en pratique, ça ne fonctionne pas. Un train déplace des milliers de tonnes pendant des heures. Les pneus s'useraient rapidement, généreraient plus de chaleur et augmenteraient la consommation. Le système ferroviaire est optimisé pour réduire les pertes. Et là, l'acier, bien qu'il semble pire, est beaucoup plus efficace. La vérité
dérangeante de l'ingénierie ferroviaire. Voici la clé qui change tout. Le système ferroviaire n'est pas conçu pour avoir l'adhérence maximale possible, mais pour atteindre l'efficacité globale la plus élevée. Le contact acier contre acier offre très peu de résistance au roulement. Cela signifie qu'une fois le train en mouvement, il nécessite beaucoup moins d'énergie pour continuer à avancer. C'est un système optimisé pour les longues distances, les charges énormes et une consommation réduite. Oui, la marge de traction est limitée, mais elle est suffisante. Et en échange, on obtient un avantage gigantesque en efficience, en usure et en maintenance. Un train peut déplacer des tonnes avec une quantité d'énergie étonnamment faible par rapport à tout autre système terrestre. Donc, ce n'est pas que les locomotives n'ont pas d'adhérence. C'est qu'elles n'en ont pas besoin en excès. Parce qu'en ingénierie, la meilleure solution n'est pas celle qui maximise une variable, mais celle qui équilibre toutes. Ce qui s'est passé quand des alternatives ont été essayées. Tout au long de l'histoire, cette idée d'améliorer l'adhérence n'a pas été négligée. On a testé des systèmes avec des roues revêtues, des locomotives avec des pneus et même des configurations hybrides dans les métros et les tramways. Sur le papier, ils offraient plus de traction. Dans la pratique, ils n'ont jamais réussi à remplacer l'acier. Le problème était toujours le même. Plus d'adhérence signifiait plus d'usure, plus de chaleur, plus de consommation et plus d'entretien. Les composants duraient moins longtemps, les coûts montaient en flèche et l'efficacité globale s'effondrait. Dans les environnements urbains ou les systèmes très spécifiques, certaines de ces solutions ont réussi à fonctionner. Mais lorsqu'il s'agissait de déplacer de grandes charges sur de longues distances, aucune ne pouvait rivaliser avec la simplicité et la robustesse du système traditionnel. Au final, ce qui semblait être une amélioration évidente, s'est avéré être un pas en arrière dans tout ce qui compte vraiment dans le monde ferroviaire. Et si cette façon de comprendre les locomotives vous a surpris, la vidéo que vous avez à l'écran va encore plus loin. Elle va vous montrer quelque chose que très peu connaissent du monde ferroviaire. Entrez maintenant avant qu'on vous en parle.